Bonjour, je voudrais éclaircir ce que j'appelle le Qigong de l'unité. Et pour poser cette vision du Qigong, qui m'est propre, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir, je ne pense pas, mais en tous les cas, ce n'est pas celle-là qu'on m'a enseignée, mais c'est comme ça que profondément le Qigong résonne pour moi. Alors pour exposer mon point de vue et ma sensibilité par rapport à ça, je voudrais répondre à cette question: dans quelle perspective on pourrait pratiquer le Qigong? Alors, ce qui est intéressant avec le Qigong, c'est que c'est une discipline euh, qui a été inspirée par plusieurs courants. Il y a le taoïsme, il y a le bouddhisme d'un côté, il y a les arts martiaux d'un côté, il y a aussi la médecine chinoise de l'autre. Autrement dit, vous avez des gens qui considèrent le Qigong comme une branche de la médecine chinoise et qui le pratiquent pour la santé, pour la longévité. Ils ont bien raison de le faire. Vous en avez d'autres qui le voient comme une art martiale interne et qui vont le pratiquer pour développer leur puissance, leur résistance, leur capacité à projeter du chi sur des adversaires, et pourquoi pas. Vous avez les animistes euh, qui sont des cultes anciens, un peu archaïques, et je dis, et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche. C'est pas, non pas archaïque, c'est primitif en fait. Et donc ils vont voir dans le Qigong des pratiques magiques. Vous avez, comme on le citait tout à l'heure, les bouddhistes et les taoïstes, qui vont chacun y voir une forme de mystique, ou pour les uns, et peut-être une manière de vivre le Tao dans un quotidien pour les autres. En tous les cas, le mérite qu'ont ces approches, c'est qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres. On peut très bien avoir une sensibilité, par exemple, taoïste, et ne pas ignorer les applications martiales, tout en cultivant une certaine pratique de la santé au profit d'une spiritualité. Il en va de même pour des bouddhistes ou pour d'autres courants dont j'ignore tout parce que ce n'est pas ma spécialité de travailler l'histoire. Mais fondamentalement, on a une perspective possible qui est une perspective dualiste, dans laquelle on se vit comme un petit personnage qui a une petite incarnation de quelques années entre sa naissance et sa mort, pendant lesquelles il va avoir des accidents, des maladies, et puis il va éprouver des plaisirs et des douleurs. En tout cas, il est limité, il est potentiellement soumis à la souffrance, et il cherche à à s'extraire de cette condition en franchissant des étapes dans sa progression intérieure, accumulant ainsi en quelque sorte des mérites pour effacer euh, la faute originelle, pour aller des ténèbres à la lumière. Vous voyez, ce genre de choses. Il faut faire des efforts pour obtenir une sorte de paradis. Alors là, je parle plutôt judéo-chrétien, mais la perspective dualiste a été particulièrement tenue par le judéo-chrétien. Et donc, dans ces conditions, tout repose sur l'effort individuel. Le Qigong n'est pas tellement comme ça. Mais comme le Qigong est aux mains des Occidentaux, du moins en Occident, eh bien, ces braves Occidentaux, ils ne peuvent pas s'émanciper complètement de leur culture, même quand ils pratiquent un enseignement qui vient d'Asie. Et donc, il y a une sorte de joyeux mélange entre je pratique pour me faire du bien, pour pratiquer l'instant présent, pour être dans la présence, etc. Et en même temps, pour me développer, pour devenir une meilleure version de moi-même, et tout ce genre de propos qui vise à dire que finalement on est dans une voie progressive où on met un pas après l'autre et petit à petit l'oiseau fait son nid, on progresse vers un mieux-être, vers plus de peut-être de subtilité, peut-être d'enracinement, de puissance, etc. Tout ceci reposant sur la discipline, la pratique régulière, l'inspiration, l'engagement, le côté sérieux du travail. Même si on doit pratiquer en souriant, il faut pratiquer sérieusement, sans se prendre au sérieux, etc. Mais c'est une perspective dualiste. C'est finalement assez proche de la vision manichéenne, hein, le bien, le mal, Dieu, le diable, le paradis, la damnation, etc. On fuit l'un pour aller vers l'autre, j'en passe, et des meilleurs de ces mythes fondateurs de la société occidentale. Après ça, évidemment, le taoïsme est connu pour une vision plutôt non duelle, le bouddhisme aussi. Et donc
tout l'Orient, toute l'Asie en tout cas, a été largement imprégnée d'une vision non duelle. Donc nous serions une émanation de l'unité, un peu comme la vague et l'océan. Nous ne serions pas séparés de l'océan, nous ne serions pas des individus, l'individualité ne serait qu'une illusion ou une apparence, voire quelque chose d'éphémère, c'est le moins qu'on puisse dire, et puisqu'il y a une naissance, une vie, une mort, et puis entre les deux, il y a une petite expérience, mais on ne sait pas trop où elle mène, ni ce qu'il en reste après le décès corporel, eh bien, dans une perspective non duelle, on peut croire à la réincarnation éventuellement, on peut aussi ne pas y croire, on peut aussi envisager que tout ça, ce sont des histoires que se raconte l'ego pour se maintenir et pour se rassurer, parce que finalement, dans une perspective non duelle, il n'y a rien à faire pour être ce que nous sommes déjà, ce que nous serions déjà. Seule une vision lucide de notre ignorance, de nos erreurs, seule une perception sensible de nos fermetures, de nos contractures pourrait nous détendre et nous libérer de l'illusion d'être quelqu'un de séparé. Et évidemment, dans cette perspective de l'unité, on reconnaît cette philosophie taoïste, par exemple, dans lequel, par exemple encore, il y a ce poème bien connu de Chuang Tzu qui a écrit cette histoire. J'ai rêvé que j'étais un papillon qui rêvait qu'il était moi, en quelque sorte. Alors, c'est une mise en abîme d'une réflexion entre soi dans le rêve. Je rêve que je suis un personnage et ce personnage rêve qu'il est moi. Alors, on ne sait plus qui rêve qui et qui est vraiment, comment dire, qui est le rêve de qui. Et c'est très intéressant parce que dans une, dans une vision donc de la vie, on pourrait dire que quand je dors, je suis endormi et quand je ne dors pas, je suis éveillé. Mais dans la perspective non duelle, on peut dire aussi que quand je suis dans l'état de veille, je suis complètement subjugué par la fascination et je suis dans la somnolence. Tandis que quand je dors, le mental cesse et je retrouve l'unité originelle et je suis en pleine conscience, même si au réveil je ne me souviens pas de la conscience que j'avais pendant mon sommeil. Bref, c'est ce genre de jeu de miroir intéressant qui participe de la vision non duelle et on pourrait croire que la vision duelle s'oppose à la vision non duelle. Je vais vous proposer de considérer les choses autrement. Je vais vous proposer une troisième vision, une perspective unitive ou uniciste ou holistique ou moniste, une perspective dans laquelle, vous voyez, le poisson blanc et le poisson noir du yin-yang euh, ne sont pas forcément la vision non duelle et la vision duelle séparées l'une de l'autre et opposées l'une à l'autre, mais réellement conjointes dans une vision au fronton du portique, au-delà des colonnes de la dualité, eh bien, il y a la vision qui est à la fois non duelle et duelle. Dans cette perspective de l'unité, perspective holistique comme on l'a dit, le chemin le voyage initiatique est un voyage d'ici à ici. On ne va pas quelque part, on rentre chez soi. On se déprend de l'emprise de la fascination mentale, un peu comme le mythe de la caverne de Platon, où les individus seraient subjugués par les ombres projetées sur le mur de la caverne, et il suffirait qu'ils se retournent pour sortir de la caverne et voir la vraie vie. Eh bien, dans cette perspective unitive, je ne sais pas comment ça pourrait se dire, je l'ai entendu sous plusieurs acceptions. Vous avez l'homéopathie uniciste qui considère qu'il faut un seul traitement pour le terrain. Ben, c'est un terme intéressant, mais il est peut-être un petit peu médical. Vous avez Monsieur de Saint-Bonnet qui, au début du XXe siècle, avait proposé une voie unitive, et je la trouve sympathique, même si ça y a un peu une consonance qui ressemble à punitive, et j'aime pas beaucoup à cause de ça, et puis ça semble être une faute de français, c'en est probablement pas une, mais c'est pas tellement usité. Alors un terme qui est un peu galvaudé probablement,
c'est holistique, et puis un terme un peu intello probablement, c'est moniste. Personne ne sait ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, duel, non-duel, on ne sait pas trop non plus. Alors, quand on regarde un peu de près, ben, on découvre qu'il y a des concepts et puis des mots qui les désignent. Et je choisis le terme un peu plus compliqué de simplement perspective de l'unité, plutôt que perspective non-duel, qui me paraît s'opposer, d'une certaine manière, comme les deux poissons, noir et blanc, à la perspective duel. Je crois qu'il y a une perspective de l'unité qui englobe et qui dépasse les deux précédentes, qui dès lors, étant unifiées, sont complémentaires et non pas opposées, antagonistes. Dans cette perspective, on rentre chez soi, on se déprend, encore une fois, de l'illusion des phénomènes perçus par le mental, on cesse de se prendre pour un personnage séparé en reconnaissant notre nature profonde. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Comme le yoga, par exemple, le propose, c'est calmer les agitations du mental pour faire cesser la pensée horizontale afin de laisser émerger la conscience verticale. Et c'est une façon également qu'a le taoïsme de proposer la notion de wu wei, le non-agir, c'est-à-dire une manière d'agir sans agir, une manière de penser sans penser. Mais ça rejoint euh, la chrétienté cristalline, avant les religions catho, etc., qui font ce qu'elles peuvent, mais aide-toi et le ciel t'aidera est une parole qu'aurait prononcée Jésus, du moins c'est ce que transmet la religion, et donc ça veut dire, entre autres, on peut l'interpréter comme euh, il y a un travail à faire personnellement, mais il est bientôt rejoint par des forces spirituelles bien plus grandes que nos petits bras musclés, mais elles attendent que nous fassions l'ouverture. Autrement dit, quand je cesse de nourrir l'opacité, eh bien la lumière pénètre le champ de la conscience et l'illumine. Voilà, ça c'est la perspective de l'unité dans laquelle dualité et non-dualité sont conjointes et se complètent euh, harmonieusement. Alors, il y a trois phases dans la pratique du Qigong. Il y a le moment où on apprend un exercice, on apprend un mouvement, on apprend à placer son pied, son épaule, sa respiration, sa visualisation. On est en train de regarder un modèle, on est en train de mimer ce que le modèle fait, tout en accueillant des consignes et des instructions qui sont données par le professeur. Et donc, on est en train de s'approprier une technique. Ensuite, on rentre chez soi et quand on pratique, on approfondit, on affine, on s'approprie véritablement. Il ne faut pas croire que pendant les cours, on va vivre une expérience profonde. Pendant les cours, on est projeté dans un état de veille et de vigilance et d'activité cérébrale forte, alors que quand on pratique pour soi-même, on peut davantage rentrer dans nos correspondances naturelles, rentrer dans une dimension éventuellement mystique, une dimension de conscience, éventuellement de conscience modifiée, et évidemment, la pratique n'aura pas la même saveur, ne va pas avoir la même portée sur les couches fines de l'être. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ayant pratiqué de cette manière, ensuite, quand on sort du tapis, quand on sort du dojo, quand on sort de sa chambre, et qu'on va dans le quotidien, dans le monde, eh bien, on va avoir l'occasion de pratiquer les réflexes que l'on a entraînés dans la pratique du Qigong. Et donc, par exemple, le Wu Wei, le Feng Song, l'intention, euh, toutes ces choses qui sont des concepts de l'équilibre du yin-yang, etc., ça va devenir pratico-pratique quand on va l'appliquer au management, à la conduite des affaires, à la finance, à la cuisine, à tout ce que vous voudrez des applications humaines, des activités humaines ordinaires, mais celles-ci vont être sacralisées parce qu'au lieu de les voir comme des activités horizontales alimentaires, on va les voir comme un terrain
d'entraînement et de pratique des grands principes du vivant qui ont été révélés au travers des cours et approfondis par la pratique personnelle. Donc finalement, la vie devient un terrain d'entraînement et quand on est opposé à quelqu'un, quand on est agressé dans la rue, quand on est face à une maladie, eh bien c'est là que le Qigong va devenir très opérant, très effectif, parce que la philosophie qui sous-tendait la pratique nous aura imprégnés et va quelque part nous donner d'autres réflexes que ceux qu'on aurait eus si on n'avait pas pratiqué tout cela. On peut lire un livre sur le Qigong, ça renseigne, ça cultive, mais ça ne transfère pas la philosophie, l'attitude. Celle-ci se distille peu à peu dans la conscience jusqu'à devenir réflexe quand on la pratique quotidiennement pendant longtemps. À partir de là, véritablement, les comportements changent. Sinon, non. Alors quel peut bien être le but, si on peut dire que le Qigong de l'unité est un autre but que l'unité elle-même? Est-ce que l'unité a un but? Ça voudrait dire que l'unité, il y a elle, et puis il y a le but qui serait différent d'elle, donc ce ne serait pas l'unité, puisqu'il y aurait l'unité plus autre chose. Donc l'unité ne sera pas totale, donc ce ne serait pas l'unité, ce serait une partie de l'unité. Bon, donc l'unité, si elle a un but, il est à l'intérieur d'elle-même. Mais comme à l'intérieur d'elle-même, il n'y a pas de différence, puisque c'est l'unité, eh bien, le but ne peut être que l'unité elle-même. Le but de l'unité est son propre but à elle-même. Alors si on va par là, la vie est son propre but à elle-même. Le seul objectif de la vie, c'est de vivre, c'est d'être vécu, c'est tout. Néanmoins, si on est non-duel, comme je viens de le dire, et duel, on complète une vision par l'autre et on devient à la fois spirituel et pragmatique. Alors oui, il y a besoin de revenir chez soi, de cultiver une transparence de l'être, comme disait Karl Fried Graf Durkheim, c'est-à-dire que le centre de l'être doit transparaître sans déformation jusqu'à la surface de l'être. Dans ce cas-là, il y a la transparence de l'être, sa signature accède jusque dans la forme. Eh bien, il n'y a pas deux séparés, il n'y a même pas deux en un, il y a un en un. Donc, c'est une plaisanterie, le rat des villes, le rat des champs, je crois que c'est une fable de La Fontaine, si je ne m'abuse, eh bien, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de clivage entre le personnage que vous êtes dans une certaine situation et le personnage que vous êtes dans une autre. Il n'y a même plus un personnage à l'avant-plan et une conscience d'arrière-plan. Les deux sont unis et finalement, vous vous présentez à la ville comme à la campagne sans phare. Vous êtes pleinement authentique et je vais dire pleinement complet. C'est ainsi que la pratique nous aide à appliquer dans le quotidien les principes de la spiritualité, on va dire non-duel. Ça aide à appliquer dans la dualité les principes de la non-dualité, c'est-à-dire incarner pleinement la conscience, être pleinement présent à l'instant présent et être dans un total engagement en même temps que dans une détente confiante et joyeuse la plus complète. C'est paradoxal, ça paraît difficilement compatible et pourtant ça l'est totalement. Mais il faut en faire l'expérience pour en juger plutôt que de mener des raisonnements intellectuels à ce propos. Vous connaissez peut-être cet art du tir à l'arc chevaleresque dont Eugène Origel avait été un des précurseurs de la vulgarisation en Occident et en Allemagne en particulier. Il a écrit un livre là-dessus, l'art chevaleresque du tir à l'arc, peut-être dans le zen, un truc comme ça. Eh bien, il y a une unité dans cette philosophie pratique et martiale. On cherche à retrouver l'unité entre le tireur, la flèche et la cible. Et quand les trois ne font plus qu'un dans la conscience du tireur, alors les yeux fermés, on peut se concentrer sur l'instant propice, l'acte juste, l'action magique,
et la flèche atteint le centre de la cible sans effort avec la grâce. C'est comme ça que la calligraphie, l'ikebana, l'art du thé, le zen, l'aïkido, etc. sont autant de pratiques qui réalisent des prouesses qui paraissent miraculeuses, parce qu'en effet, c'est peu probable qu'un fakir, même super entraîné, parvienne à faire ce genre de choses. Et pourtant, ce maître de calligraphie aveugle se saisit sans trembler du pinceau, le trempe juste comme il faut dans l'encre et fait un cercle parfait euh, sans, sans hésitation. C'est comme ça que le tireur, les yeux bandés, va bander l'arc et tirer la flèche en plein centre de la cible sans effort. Parce que il y a justement cette unité en lettres qui est accordée, qui est syntonisée avec la situation d'envoyer une flèche dans une cible. Donc c'est vraiment la réalisation spirituelle qui trouve son application dans l'accomplissement d'une tâche ordinaire, quotidienne. C'est la non-dualité qui s'exprime dans le champ de la dualité. Dans ces cas-là, on peut dire que la séparation entre le sujet et l'objet se dissout à travers l'acte juste. Finalement, dans le yoga tantrique du Cachemire, on dit ça. Quand j'écoute d'une écoute totale, eh bien, il n'y a plus de place pour quelqu'un qui écoute quelque chose. Il y a une sorte de... Il n'y a plus quelque chose, et il n'y a plus quelqu'un. Il y a écoute. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette écoute qui demeure seule? Eh bien, ça devient l'écoute de l'écoute elle-même. Que pourrait bien écouter l'écoute? S'il n'y a plus qu'elle, elle ne peut écouter qu'elle-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans l'état d'écoute au point d'écouter l'écoute elle-même? Je vous laisse le soin d'essayer de le saisir dans votre ressenti et puis surtout dans votre pratique. Alors vous savez, si je vous demande si vous êtes là, vous allez me répondre oui, mais vous n'en avez aucune preuve. Mais vous avez néanmoins raison, vous êtes là. Mais pouvez-vous ne pas être là? Vous pourriez avoir pris un train et vous trouver ailleurs que là où vous êtes présentement. Mais si vous étiez ailleurs, pourriez-vous ne pas être là? Vous pourriez être mort, mais vous n'avez pas cette liberté. Même si vous vous tuez, vous ne cessez pas pour autant d'être. Vous avez tué votre corps, c'est tout. Alors, peut-on ne pas être là? Bien sûr que non, puisque nous sommes là. Le problème de la vie, c'est l'évitement, le refus, l'absence. Je suis toujours là, mais en exil dans le rêve que je ne suis pas complet, que je ne suis pas l'unité, que je suis un être séparé, limité, en souffrance, et donc que je dois remplir mon vide intérieur avec des objets extérieurs, et voilà la roue du samsara, les malheurs qui s'enchaînent les uns aux autres, dans ce qu'on appelle en Inde le karma. Bon, eh bien, la seule intention de la voie unitive, c'est celle de ramener le mental au corps, ramener le mental à l'instant présent à travers le corps, pour être dans l'acceptation complète de ce qui est, dans l'adhésion sans faille, dans une écoute totale de l'unité que je suis. Alors du coup, si vous voulez, le bien-être, la santé, la vitalité, la capacité à soigner les autres par une projection de chi, la capacité à vaincre un ennemi par la force mentale ou la force ou l'énergie vitale, etc. Même la longévité, ce sont des effets, ce ne sont pas des objectifs. On ne pratique pas pour obtenir quelque chose, parce que si on fait ça, on s'éloigne de ce que l'on cherche à obtenir. Ces effets ne sont pas superflus, ils ne sont pas inutiles, ils ne sont pas imbéciles, ils sont simplement naturellement induits par l'action qui est alignée avec eux. Donc,
les voies progressives euh, qui recherchent ça comme l'objectif, dans les voies progressives qui sont directement les voies duelles, on pratique le Qigong pour s'extraire de notre condition afin de s'améliorer. Et d'une certaine manière, ça y participe. Les voies directes, elles, se désintéressent du résultat, puisqu'elles disent ce n'est juste qu'un petit plus habile. Il ne s'agit pas de devenir une personne meilleure parce que nous sommes déjà parfaits. Bon, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire-là. Parce que si on est déjà parfait, qu'est-ce qu'on a besoin de pratiquer quoi que ce soit? Alors justement, à propos de serpent qui se mord la queue et de paradoxe, ben on va en terminer. On va en terminer, disais-je, avec cette image de l'Ouroboros, justement le serpent qui se mord la queue, dans la cosmogonie métaphysique grecque, supposons, mais occidentale de manière générale. Vous avez, depuis l'unité, Dieu qui lance les dés, aurait dit Einstein, et puis si on se réfère à la terminologie de l'alchimie du Moyen Âge et de la Renaissance, eh bien, il y a l'éther, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, autrement dit, feu, air, eau, terre, qui sont des concrétisations de plus en plus denses de l'esprit au travers de la matière, qui ensuite rebondit en bas de l'Ouroboros, en bas du serpent, vous voyez sur la droite, ça remonte, minéral, végétal, animal, et enfin, dans l'animal, l'Homo sapiens. Parmi les animaux, vous avez les singes, et parmi les singes, si tant est que ce soit vrai, ce que je crois, n'étant pas spécialisé sur cette question, l'Homo sapiens est un singe particulier, on va dire ça comme ça. J'ai cru comprendre que l'homme peut-être ne serait pas un singe, mais autre chose, enfin bon, peu importe. Dans cette notion d'Ouroboros, l'unité qui se perd pour se retrouver encore plus densifiée, c'est ce que les frères Trois Points expriment en disant le beau plan de l'architecte. Eh bien, on, on est censé dans ce cas-là incarner finalement une impulsion qui s'exprime à travers nous, et nous serions les ouvriers de la pierre. Bon, alors, quand on pratique depuis la perspective de l'unité, et non pas dans la perspective de rejoindre l'unité, mais depuis l'unité, alors on rejoint l'unité qu'on ne quitte pas. Et c'est une manière, du coup, on ne pratique pas pour des effets, on pratique parce que on est touché par cet art, et cet art est la manière dont nous célébrons la joie de vivre. Celui qui aime les chats caresse les chats, celui qui aime le Qigong caresse l'énergie. Et puis certains aiment les chats, d'autres préfèrent les chiens, d'autres n'aiment pas les animaux, d'autres n'aiment pas caresser. Bon, mais on a tous une correspondance avec quelque chose que l'on aime. Eh bien, le Qigong, c'est bien pour les gens qui aiment cette approche, mais dans tous les cas de figure, cette approche ne sert à rien. Elle ne mène nulle part. Bien sûr, elle aura des effets, vous serez peut-être en forme, vous vivrez peut-être plus longtemps, mais vous mourrez quand même, et vous aurez quand même des accidents et des maladies et du vieillissement, comme tout le monde. Donc, si vous pratiquez le Qigong dans l'espoir de ne pas mourir, ou de ne pas être malade, ou de ne pas vieillir, vous le pratiquez en vain. Et puis, quelque part, nous sommes des gens qui n'avons pas beaucoup réfléchi, si on est pris sans le savoir dans ce genre de fantasme. Il faut quand même réfléchir 2 secondes avant d'engager toute une vie dans une pratique. On ne pratique pas pour ça. Il se trouve que, presque, c'est dommage, mais c'est ainsi, c'est dommage parce que du coup on se méprend et on ne pratique pas le Qigong ou le yoga pour de bonnes raisons. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin que de commettre cette petite erreur d'appréciation qui n'est pas bien grave. Parce que de toute façon, se mettre en chemin, même pour de mauvaises raisons, ça participe de la résonance de l'appel intérieur qui nous fait nous mettre en mouvement. Non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, même si on se déplace vers l'extérieur en croyant se rapprocher. En fait, quand on voyage,
Quand on se déplace avec soi-même. Et qu'est-ce qu'on va aller trouver à l'étranger? Qu'est-ce qu'on va aller trouver dans une pratique exotique, supposons? On ne va trouver que soi-même, à l'infini. Donc, c'est toujours un voyage d'ici à ici. On pratique pour honorer cette manière de voir en étant heureux de ces gestes, que ce soit des postures de yoga, que ce soit des séries de Qigong, ou que ce soit des recettes de cuisine, ou des pas de danse, ou des randori de je ne sais quel art martial. C'est une façon comme une autre d'exprimer notre nature essentielle. Voilà, c'est tout. Alors c'est très amusant, c'est très gentil, et il n'y a pas besoin de se faire du Qigong un projet. Il ne faut pas chercher à se trouver dans le Qigong. On ne se trouvera pas. C'est donc pas la peine de se chercher, puisque nous sommes déjà là, nous sommes déjà trouvés. Et c'est parce que quelque part nous sommes trouvés que le Qigong nous appelle. Le Qigong nous permet, pour ceux qui du moins qui sont dans cette correspondance, au moins pendant un temps, avant d'aller vers autre chose, si ce n'était pas leur correspondance ultime, eh bien, ils vont trouver dans cette pratique, comme d'autres vont le trouver dans d'autres pratiques, et celle-ci n'est pas supérieure à une autre, elle est simplement bien pensée et assez finement construite. On ne va pas se trouver, on va simplement révéler ce qui était déjà là. Donc après ces mises au point, on a bien vu les trois dimensions de la pratique en cours, la pratique chez soi, on va dire symboliquement sur le tapis, et puis la pratique dans la vie de tous les jours. Eh bien, à quoi sert le Qigong? Pour finir sur une note pragmatique, le Qigong va transformer notre quotidien en miroir. Parce que chaque situation conflictuelle, chaque situation de souffrance va révéler euh, ce qui en nous empêche l'expression plénière de notre nature essentielle. Ça va révéler les histoires qu'on se raconte, qui créent la souffrance que précisément on cherche à éviter de cette manière maladroite. Donc, grâce à l'entraînement du Qigong, chaque contrariété, chaque émotion est vue pour le refus qu'elle représente, pour la fermeture. Et dès lors, on a la possibilité que ces refus, ces réflexes de refus et de fermeture deviennent conscients et qu'on ne les subisse plus et qu'on ne les nourrisse plus. Alors, au lieu de se fermer, on s'ouvre, au lieu de refuser, on accepte. Et on ne peut pas accepter, on peut simplement cesser de refuser. On ne peut pas vraiment s'ouvrir à la nature que nous sommes. On peut simplement cesser de s'y fermer. On peut cesser de vouloir être autre chose que ce que nous sommes. Mais on ne peut pas devenir ce que nous sommes. Bon, c'est un peu des jeux de mots, mais ça fait toute la différence. Alors, au lieu que nous réagissions au quotidien dans les contrariétés, les impatiences, les irritations diverses et variées de la vie ordinaire, au lieu que nous réagissions depuis l'ego, on va pouvoir répondre dans les situations depuis l'être profond, sans que l'ego ne s'interpose entre notre nature essentielle et le réel de la situation. C'est ainsi qu'on peut être en prise directe avec la vie, au lieu de n'interagir avec elle que depuis le prisme de notre cadre de référence mentale. Autrement dit, le Qigong est un entraînement à la fluidité, à l'enracinement, à la cohérence de
comment on pose son pied, son genou, son bassin, ses épaules, sa tête, le regard, l'intention, tout ça dans le même alignement. Alors ça donne de la cohérence, ça donne de l'impact, ça donne aussi de la liberté intérieure, de la grâce. Et c'est ce que j'appellerais une vie légère, une vie simple, parce qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec le qu'en dira-t-on, avec le il faut, avec le je dois. Ça s'exprime de nature, avec grâce. Donc on peut mettre les mots qu'on veut, hein, enracinement, hara, fluidité, cohérence, pourquoi pas, liberté, etc. La liste n'est pas exhaustive ici. Mais oui, le Qigong sert à révéler notre nature essentielle dans la vie de tous les jours, et pas simplement dans la pauvre pratique de 5 à 7, une fois de temps en temps, voire tous les jours. C'est bien, mais si la pratique ne s'applique pas dans la vie quotidienne, si on a quelqu'un qui pratique de 25 et 30 ans, pendant 25-30 ans, et qui continue à se mettre en colère comme s'il ne pratiquait pas, on se demande à quoi lui sert la pratique. Parce que l'être humain est capable de cloisonner sa vie, il est capable d'être fluide dans sa pratique du tai chi, et puis de ne pas être fluide dans ses déplacements en métro, ou dans ses réactions en réunion par rapport à autrui. Il est capable de faire un problème d'ego là où il n'y a pas lieu d'en faire un. Alors même que quand il est sur le tapis en train de pratiquer, il n'est pas dans les épaules, ce qui est un bon point. Mais il ne transfère pas cette compétence, cette justesse dans la vie quotidienne, du moins pas encore, ou pas complètement. Ben, c'est pas grave, mais la réaction de l'environnement à ces mauvaises postures, à ces mauvais placements, va le renseigner par les mots qu'il va avoir psychologiques et les mots qu'il va avoir corporels sur la possibilité de se rectifier. Voilà, donc le Qigong est une philosophie pratique qui s'applique dans le quotidien pour transformer notre perspective et notre expérience.